De retour dans Actu & Co et nous allons aborder la question du logement. Comment sera la ville de demain? Comment seront les logements de demain? Et comment sont-ils déjà aujourd'hui? Pour en parler, Dominique Alba, directrice générale du pavillon de l'Arsenal, où se déroule l'exposition Habiter. Alors, il y a des chiffres derrière. Habiter 0908 0909. C'est un an de concours d'architecture de logement à Paris. Voilà, c'est un an de concours concours d'architecture à Paris. Donc ça donne une idée de ce qu'on construit, évidemment, aujourd'hui. Absolument, à la fois en termes d'architecture et en termes de programme aussi, puisqu'il y a des logements étudiants, des logements pour les personnes âgées, logements sociaux, des logements d'urgence et des crèches, logements pour les familles. Voilà. Absolument. Julien Rousseau, vous êtes architecte de la Société Fraîche Architecture. Tout à fait. Voilà. Donc vous êtes un de ceux qui avait gagné. Qui avait gagné, oui. Devant la rotonde de Stalingrad de Ledoux. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc il y a des jeunes architectes qui participent à ce concours. Et puis, Christine Corbillier, vous êtes directrice du département d'études logement équipement et vous avez sorti un rapport, enfin vous êtes responsable en tout cas, sur les conditions de logement en Île-de-France qui a été réalisé avec l'INSEE et la Direction régionale de l'équipement d'Île-de-France. Hein. Oui, et on montre un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il y a en effet une demande très forte. Oui, concernant le logement. Tout à fait. Donc cette enquête nationale logement est conduite par l'INSEE assez régulièrement depuis 1973. On travaille en partenariat avec l'INSEE et la Direction régionale de l'équipement sur ces résultats d'enquête. Et en effet, on trouve l'intérêt d'avoir des études régulières, c'est qu'on a à la fois des tendances, l'analyse des tendances, et puis apparition de ruptures. Alors par exemple, une tendance longue, c'est la baisse de la construction en Île-de-France. C'est ça. Voilà. Vous dites en gros, jamais on a aussi peu construit. Hein, oui, la dernière enquête a eu lieu en 2006 et sur cette période 2000-2006, c'est vraiment le niveau bas de la construction, 31 000 logements en Île-de-France, c'était 70 000 dans les années 70. Et face à une demande qui avec une arrivée de population qui est forte. Voilà, une demande qui reste très forte, une évolution de la population qui est importante et un nombre de ménages qui va encore plus vite parce qu'il y a des changements sociologiques et démographiques. On vieillit. Donc on reste plus longtemps dans son logement, il faut décohabiter, il y a des séparations, des divorces, etc. Donc le nombre de besoins de logement augmente plus vite. C'est de plus en plus, voilà, plus important. Ouais. Voilà. Il y a une tendance qui est très forte aussi, c'est la faveur à la propriété. Enfin, les gens préfèrent être propriétaires que locataires. Les gens préfèrent être propriétaires et c'est vrai que la propriété occupante s'est énormément développée depuis les années 70. Alors on reste en Île-de-France un peu moins bien lotis entre guillemets qu'en France entière, mais enfin il y a maintenant 48% des ménages qui sont propriétaires occupants de leur logement en Île-de-France. Un petit peu moins à Paris. Oui. À Paris, on est plus dans le secteur locatif que dans le secteur de propriété pour des raisons économiques évidentes. Économiques et puis historiques aussi. Ouais. Historique, oui. Ça reste quand même la préoccupation majeure hein, des gens, le logement. C'est une des préoccupations majeures. C'est vrai que pour un certain nombre de ménages, les ménages modestes qui ont de plus en plus de mal à accéder à un logement ou même à s'y maintenir, et puis l'arrivée de jeunes sur le marché du logement qui ont du mal à trouver un logement autonome ou à trouver une résidence étudiante quand on est étudiant ou un foyer de jeunes travailleurs. Les places sont très chères en Île-de-France spécialement. Pour les jeunes. Dans tous les sens du terme. Voilà, absolument. La principale rupture que vous voyez, c'est quoi ? Alors, une rupture assez récente, mais justement inquiétante, qui est un signe de cette crise du logement, c'est la baisse de la mobilité. C'est-à-dire que les gens ont plus de mal à changer de logement. Et ils souhaiteraient changer de logement. Et on le voit parce que la durée d'occupation, par exemple, dans le logement social, elle est passée de 8 ans à 13 ans. Oui. Voilà, en beaucoup, 2006, c'est beaucoup. Il n'y a plus de rotation dans le parc. Alors c'est vrai qu'il y a le principe du logement social, ça serait justement qu'il y ait une rotation, non ? Le principe du logement social, c'était plutôt un logement de passage. Pour passer du logement social vers soit le parc locatif privé qui est plus cher et l'accession à la propriété. Alors c'est vrai que le fait de rester dans le parc social parce qu'on y est un peu captif, c'est une des ruptures importantes. Donc si je vous comprends bien... Le parc social, c'est même pas 20% de l'ensemble du parc de logement. Hein. Il reste tout le reste. La loi... À Paris. À Paris et ailleurs. En moyenne, ça n'est pas 20%. L'objectif, ça serait 20%. En Île-de-France, on est pratiquement à un quart de logements. Un quart des logements sont des logements sociaux en Île-de-France. Ah, quand même. Oui, c'est beaucoup plus qu'ailleurs en province. Et c'est plus même assez mal réparti. Assez mal réparti. Oui, tout à fait. C'est assez inégal.
Si on vous écoute bien au fond, il y a une sorte d'insatisfaction quand même assez forte, non? Enfin, on reste là parce qu'on ne peut pas aller ailleurs. Hein. Voilà, oui, non, mais les gens sont quand même relativement satisfaits de leur logement. D'accord. Mais ils ont toujours aussi envie de bouger. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est satisfait de son logement qu'on ne veut pas bouger. On peut avoir envie de bouger parce que justement on est locataire, on voudrait accéder à la propriété. On voudrait aussi avoir une pièce de plus, non pas parce que c'est absolument obligatoire, hein, on est peut-être bien, mais finalement un espace de plus, on est quand même à une époque où l'espace pour autre chose que vivre stricto sensu, la chambre, le séjour, la cuisine, on a envie d'un peu plus d'espace. Est-ce qu'on est prêt à s'éloigner, par exemple, de son lieu de travail pour avoir plus d'espace? Je pense que oui. Ça continue et je pense que c'est un petit peu un mythe de se dire on va rester très près de son lieu de travail ou on va absolument arriver à côté de son lieu de travail. Il me semble que ce que les gens recherchent plus, c'est des proximités sociales, peut-être plus encore que des proximités de travail. Voilà, on a envie de rester près de sa famille, près de son milieu amical. Des équipements. Et puis, les écoles, voilà, tout ce qu'offre la ville. Et en fait, et du déplacement. Enfin, les gens, ce qu'ils cherchent à avoir, c'est la possibilité d'aller quelque part. C'est la mobilité. La mobilité. C'est la mobilité. Voilà. Alors, l'exposition qui est au pavillon de l'Arsenal, c'est un peu une réponse à cette enquête, puisque ça montre au fond qu'il y a quand même, même si en effet les constructions de logements sont plus faibles qu'elles n'ont été, enfin, en proportion, il y a quand même des choses qui se font. Oui, puisque de toute façon, la ville de Paris, Bertrand Delanoë, était très très actif sur le sujet du logement. Et puis on avait, il y a quelques temps, présenté toutes les opérations d'aménagement à Paris. Et maintenant, ce qui est en train d'arriver, c'est en fait tous les bâtiments qui sont dans tous ces territoires. Et ce qu'on peut noter, c'est que dans tous les endroits de Paris, qu'on soit dans de la ville récente, dans des quartiers nouveaux ou dans des quartiers plus anciens, on trouve des endroits où faire des logements. Donc ça peut étonner les gens, mais c'est parfois des parcelles toutes petites. Oui, c'est ça. Donc ça va de 12 logements à 120 logements, voire plus. Et ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'il y a vraiment tous les types d'architecture. Et tout ça rentre quand même dans le cadre du Grenelle de l'environnement, puisque tous ces bâtiments seront des bâtiments qui respecteront les normes les plus efficaces, si l'on peut dire, ou les plus contraignantes en matière de bilan énergétique, ce qu'on appelle le plan climat parisien. Voilà, donc je sais que Julien travaille aussi pour Borloo sur le sujet, donc... Je vous propose de voir une petite interview de Jean-Yves Manot, qui est adjoint au logement, qui était interviewé hier à l'inauguration de l'exposition Habiter au pavillon de l'Arsenal, et qui explique justement comment la ville se débrouille avec la question du logement. Nous construisons la ville dans sa diversité de produits. Il y a de la place pour tout le monde à Paris. C'est à la fois la construction pour les personnes âgées, en même temps la construction pour les étudiants et les familles qui en ont tant besoin sur le territoire parisien. Nous reconstruisons la ville en maintenant son espèce d'unité globale avec de l'architecture novatrice et de l'audace qui ne choque pas, qui s'intègre parfaitement. Alors j'ai juste oublié, Christine Corbillet, de préciser que vous êtes de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Hein, voilà, d'Île-de-France. Voilà, chose réparée, oubli réparée. Dominique, donc. Écoutez, je ne sais pas, je pense qu'on a quelques images. Oui, on a quelques images. Hein, donc on va les faire défiler calmement et puis je pourrais les commenter, ça va être difficile. Donc voilà, ça c'est la carte qui montre un peu que ces bâtiments sont répartis sur toute la surface. Un peu partout, voilà. Un peu partout, c'est extrêmement important. Parce que souvent on dit, on ne peut pas construire là parce que c'est terminé, quoi. Et donc dans Paris, on est allé investir tous les territoires. Donc c'est vraiment effrayant pour tout le monde d'une certaine façon, peut-être en tout cas pour les promoteurs privés peut-être, bien qu'il y en ait dans l'exposition. Hein. Le critère dans l'exposition, c'était qu'il fallait que le bâtiment ait fait l'objet d'un concours. Oui. Donc après, ça pouvait être un financement privé ou un financement public. Donc dans l'exposition, il y a des choses qui vont être vendues et il y a des choses qui sont du logement social. Et d'ailleurs, on a déjà reçu plein de coups de fil de gens qui veulent acheter. Donc, écoutez, je m'excuse, je dis à tout le monde, il y en a très très peu qui sont à vendre, mais il y a d'autres programmes de logement dans Paris qui n'ont pas fait l'objet de concours, qui sont le résultat de travaux de promoteurs privés qui sont à vendre sur le marché. Ça prouve que ça attire les gens. Et ça prouve, alors voilà, il y a encore un tout petit peu de place pour construire dans Paris. Hein. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, puisque le programme de Bertrand Delanoë, c'est 27 000 logements neufs dans le mandat. Donc là, on en présente pratiquement 2000. Et on ne les présente pas tous. Parce qu'il y en a en particulier un peu plus de 1000 là, qui sont dans le secteur Paris-Nord-Est qu'on ne présente pas dans l'exposition, qui viendront un peu plus tard. Il y a encore 18 ou 19 000 presque à trouver. Oui, il y en a, ça vient. Qu'est-ce qui vous a surpris dans les projets qui ont été sélectionnés, qui ont été primés?
Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que tous les jours, on entend dire qu'il y a trop de contraintes, qu'on ne peut pas faire, qu'on va faire des bâtiments immondes parce qu'il y a trop de contraintes avec les réglementations thermiques, on va faire des fenêtres toutes petites, etc., etc. On ne fera plus de balcons. Enfin, beaucoup de gens vous le disent, des promoteurs privés vous le disent, aussi tout un tas d'intervenants. Et en fin de compte, quand on regarde l'exposition, il y a même un bâtiment à énergie positive, et qui est un bâtiment avec des grands balcons plein ouest sur toute sa façade ouest, sur le jardin. Donc là, on se dit, mais ça veut dire que donc, on sait faire quelque chose d'agréable à vivre, qui s'intègre bien dans la ville et qui correspond en plus à nos ambitions en matière environnementale. Donc je ne dis pas qu'on a 100% de réussite, ça serait que mentir, mais en tout cas, les choses sont possibles et les propositions des architectes en sont le témoignage. Donc moi, c'est vraiment ce que je retiens. C'est le plus étonnant. C'est le plus étonnant dans une période où on est plutôt à se dire, mon Dieu, il y a trop de contraintes, donc on va essayer de faire ça comme ça ou ça comme ça. En fait, ce n'est pas vrai. Et il y a même des propositions qui n'ont pas gagné, la plupart qui sont délirantes, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a des choses qui sont vraiment extrêmement L'imagination n'est pas au rencard. Oui, quoi, oui. hein. Et donc il y a toutes les maquettes, donc les gens peuvent vraiment comparer, s'amuser. Les enfants peuvent venir voir les maquettes. Oui, alors on voit quelques images de l'exposition. Voilà, c'est l'image de l'exposition. Donc voilà, vous voyez, il y a des propositions tout à fait étonnantes. Bon, celle-là n'a pas gagné, mais il y en a d'autres qui ont gagné. Voilà. Alors, on va peut-être s'intéresser à vos propositions, Julien Rousseau, non? Son bâtiment est là, je pense que... Oui, en fait, moi, je rejoins... ça, c'est Julien Rousseau. Tout à fait. Donc là, on est à l'angle du Faubourg Saint-Martin et du boulevard de la Villette. Donc c'était un angle assez stratégique en face de la rotonde dans le Doubs. C'est un carrefour où on peut jouer sur la cinétique du lieu, parce qu'en fait, le parcours du métro, le carrefour utilisé par les automobiles, donc on a voulu jouer autour de ça, et on s'est inscrit donc dans le plan climat dont Dominique Alba parlait un petit peu plus tôt. Et donc on sait, voilà le projet. Ça, c'est une obligation. Enfin, c'est une obligation. Donc, ce n'est pas une loi, c'est une obligation de la ville de Paris. Oui, enfin, c'est une contrainte de concours. Mais en fait, tout le monde y arrive. D'accord. Mais ceci dit, l'audace que j'ai pu voir dans les projets qui étaient présentés hier lors de l'ouverture de l'exposition m'a fasciné. À la fois l'audace des réponses, mais aussi l'audace de ceux qui prennent le risque d'interroger des jeunes architectes, parce que la moyenne d'âge était très basse. Il y avait aussi des plus âgés. Quelqu'un de plus âgé, mais j'ai vu quand même ma quelques génération jeunes bien représentée. Voilà. Et ça, c'est vraiment très Je ne vais pas vous demander votre âge. J'ai 33 ans. Ah, c'est vachement donc, entre 33 ans et 45 ans. Mais il y en a qui ont gagné qui ont plus de 60 ans, je vous rassure. Oui. Mais cela dit, l'heure est aux jeunes, vous savez. Si on regarde l'actualité. Oui. En tout cas, c'est vrai que l'audace des réponses était toute particulière, parce que quand vous construisez à Paris, vous êtes aussi obligé de construire sur les 5 phases d'un bâtiment. Parce que alors voilà, c'est quoi la contrainte? Quand on vous dit quand vous avez participé à ce concours, la première réflexion qui a été la vôtre, c'est quoi? La première réflexion, ça a été de penser que ce bâtiment allait se voir sur les 5 côtés. D'accord. Ce n'est pas un cube où on pourrait le voir de dessous, et donc il a fallu réfléchir. Et c'est pas juste une façade, par exemple. Exactement. Il a fallu réfléchir sur la toiture, sur les ouvertures, pour intégrer tout ça dans un bâti et dans un cadre qui était... alors dans ce cadre-là, c'était assez violent parce qu'il y a vraiment du transport, il y a de l'agitation, etc. Donc on a voulu continuer l'alignement urbain et protéger l'arrière-cour des agressions sonores, de la pollution, etc. Donc on a pris un parti résolument hermétique. Et aussi, on a joué sur l'ouverture des baies qu'on a mis en quinconce, qui permettent en fait de... Plus le métro et les visiteurs, les occupants du métro se rapprochent du bâtiment, plus l'angle se ferme. Donc, on ne voit pas dans la maison. On ne peut pas voir dans les chambres. Donc ça permet de jouer sur l'intimité des espaces intérieurs. Et du côté intérieur, c'est une vue qui n'est pas présentée, mais on a préservé, donc orienté complètement au sud. Donc on bénéficie de la lumière et on a joué des toitures pour venir disposer les panneaux solaires, donc eau chaude. Et puis on a pu cacher un petit peu tous ces systèmes et technologies qui finalement nous aident bien à rentrer dans le plan climat. Et la contrainte environnementale, elle est dure à respecter ou... Non. En tout cas, ça dépend. Je suis convaincu que ça dépend des sites. Ça dépend sur ce site en particulier, ça a été plutôt facile. Elle a quelques conséquences. C'est un bâtiment compact, c'est plus facile à faire qu'un bâtiment déplié, que les espaces en creux comme les loggias sont plus difficiles à mettre en œuvre que des balcons qui viennent à l'extérieur qu'on peut implanter avec des structures autonomes. Mais on s'aperçoit qu'en 3-4 ans, ce qui était vraiment difficile il y a 3-4 ans est maintenant normal. Aujourd'hui. Et que l'écart de prix se resserre très très vite. C'est-à-dire quelque chose, on disait le surcoût c'est tant, aujourd'hui on est plutôt dans 3-4-5%. Alors il y a peut-être un phénomène de crise économique, mais pas seulement. Quand vous discutez avec l'ensemble des acteurs de la construction, tout le monde est à peu près d'accord pour considérer qu'on a fait le saut et qu'on va continuer comme ça.
Alors là, pour préciser les choses, il s'agit d'un immeuble d'habitation. Tout à fait. C'est des logements, c'est 16 logements. C'est des logements sociaux? Oui, logements sociaux, c'est ça? par la SIAMP. Exactement. Donc on a essayé de simplifier la structure au maximum pour avoir des appartements à la fois simples et en même temps double orientés, parce que ça nous facilite la ventilation. Parce qu'aujourd'hui, il est très facile, 15% de l'énergie est dépensée dans le chauffage avec les nouvelles normes. Le reste, ça va être dans la ventilation, l'eau chaude, etc. Donc finalement, la question du simple chauffage est réglée. Mais par contre, il faut double orienter les appartements pour avoir des flux d'air, une méthode passive, et du coup rentrer dans le confort de ses habitants. Parce que je pense qu'à Paris, le plus important, c'est le confort de ceux qui habitent à l'intérieur. Parce que bien sûr. Je dirais que l'extérieur est assez réglementé par le PLU et autres règles. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Enfin, quand on voit l'exposition, on s'interroge. C'est vrai. C'est vraiment extrêmement étonnant. N'importe quoi quand même. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est extrêmement varié. Très varié. Mais comme Paris, si on la regarde attentivement. On peut voir d'autres projets, oui, si vous on peut en voulez. faire défiler. Donc ça, c'est près de la place de la République. Donc ça, c'est un concours qui a été gagné par Alexandre Chemetov, qui est celui qui fait l'île de Nantes. C'est toujours Alexandre l'île de Nantes, donc c'est une façade bois. Ensuite, on a... On a le temps peut-être si vous voulez. Oui, je sais pas, il y en a une dizaine, donc on va les regarder. Ça, c'est tout à fait curieux, puisqu'on commence ces opérations-là. C'est donc des bars ou des tours des années 60. Et donc là, on commence à construire, puisque autour de ces on a de la place autour de ces bâtiments. Donc là, il y a des bâtiments neufs qui vont venir autour de cette barre. Et donc là, celui qui a gagné, en fait... C'est Lombard. C'est Pierre Lombard qui a plus de 60 ans et qui a réussi le tour de force, qui est de garder tout l'intérêt d'avoir le bâtiment isolé pour les habitants qui ont des belles vues et de construire des bâtiments en plus, qui fait qu'on a un rapport à la rue qui se passe mieux. Voilà. Donc c'est assez simple. Je crois que alors ça, là, c'est l'intérieur de l'îlot qui est montré, c'est pas la partie sur rue, mais ça, c'est la Mie-de-Pin. Et la Mie-de-Pin, comme vous le savez peut-être, c'est un centre d'hébergement d'urgence qui existe dans le 13e arrondissement à Paris, qui est extrêmement connu, en tout cas par les gens qui en ont besoin. Et donc là, c'est un centre d'hébergement neuf, avec tout un travail sur comment, qu'est-ce qu'on offre comme service à ces personnes qui, elles, n'ont pas de logement, d'une certaine façon. Donc là, c'est vrai que c'est très novateur. Hein, donc c'est très varié. Donc là, on est encore dans un autre dispositif. Là, on arrive à Batignolles, qui est donc ce nouveau quartier parisien qui aurait dû abriter le village olympique, et qui donc va recevoir un certain nombre de bâtiments extrêmement ambitieux du point de vue énergétique. Et donc on a une série de 3 bâtiments. Donc là c'est un des bâtiments sur la rue Cardinet avec une façade qui est recouverte de panneaux photovoltaïques. C'est vrai que c'est un quartier où il y a un peu de place, les Batignolles. Hein. Et il y a un parc qui existe déjà aujourd'hui. Le parc de plusieurs hectares est déjà ouvert au public depuis longtemps et largement utilisé. Donc là, c'est les premiers bâtiments. Et je vous dis, c'est une opération, on doit arriver à un bilan carbone absolument extraordinaire. On doit faire des bâtiments passifs. Enfin, la ville a mis la barre très, très, très haut. Mais a priori, là, les 3 premiers projets qui vont défiler, là, je pense qu'on peut faire passer le 2e. Ouais. Donc voilà, ça c'est aussi un immeuble de logement. Et ça, c'est une grande façade en bois qui est suspendue devant le bâtiment avec plein de loggias. Il y a un grand retour du bois, hein. Oui, il y a un retour du bois parce que c'est un matériau qui se renouvelle, tout simplement. Donc, par contre, ça pose des problèmes avec les pompiers. Donc, c'est pas gagné d'avance à Paris, en particulier. À cause du feu, oui. À cause du feu. Mais donc tout ça, voilà, on va y arriver. Et là, c'est du logement étudiant, toujours sur le même quartier, avec une école à rez-de-chaussée. Donc, des imbrications aussi de programmes qui sont pas toujours faciles à régler. Vous savez, une cour d'école avec du logement, ça se passe pas toujours très bien. Donc, on a quand même tous ces systèmes-là. Et puis, je crois qu'on en a un dernier. Qui est une résidence personnes âgées dans le 15e arrondissement de Paris. Donc là aussi, qui a été gagné par une jeune équipe qui s'appelle TVK. Donc je crois que c'est la photo d'après où on voit le projet, où on a là on a donc devant nous en bois, c'est les bâtiments où il y a des logements familiaux. Encore du bois, hein? Oui, encore du bois. Et là, ils ont joué sur les contrastes. L'autre bâtiment qui est en premier plan, qui est tout blanc, avec de l'enduit blanc et du verre émalite, c'est l'établissement public pour les personnes âgées dépendantes. Donc là, on a vraiment un endroit où on a tout un tas de programmes, avec aussi une architecture qui s'inspire plutôt des années 70, puisqu'on est dans un ensemble immobilier des années 70. Donc ça, c'est assez intéressant de voir aussi que les architectes, à chaque fois, ils prennent le contexte et ils font l'écriture qui va avec, quoi. Donc c'est plutôt rassurant d'une certaine façon, parce que ça dénote aussi d'une grande attention portée à la qualité d'habitat des gens qui font qu'on veut qu'ils se sentent bien là où ils sont, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui moi, m'amènent à être plutôt optimiste. Alors maintenant, comme vous le dites, ce qu'il faut, c'est augmenter la production. Et ça, en Ile-de-France, il y a des terrains partout. Le Grand Paris l'a montré. Il faut que maintenant les acteurs en charge de la production du logement s'y mettent, quoi. Alors il faut augmenter la production, mais il faut aussi améliorer l'habitat.
Absolument, l'habitat existant, oui. Et oui, parce que les dépenses énergétiques, elles sont énormes dans l'habitat existant. À Paris, on le fait, là. Voilà, donc tous les progrès, il va falloir aussi les faire dans l'habitat existant. Un des défis, oui. Et oui, puis c'est vrai que les dépenses énergétiques des ménages sont très élevées. Alors on voit bien qu'elles diminuent au fur et à mesure où le bâti est plus récent. Enfin, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc je pense que les architectes ont aussi du travail à faire dans ce On va voir arriver, je pense, quelque chose dont on parlera, qui va arriver là vers le 23 octobre, qui sont des documents de la thermographie parisienne, où on a thermographié non seulement Paris vue du ciel, mais les façades des bâtiments. Ça, c'est génial. Donc les gens vont pouvoir voir en fonction de l'époque de construction de leur bâtiment, où sont les déperditions et quel type de travaux il convient de faire. Voilà, parce que je Donc pense ça, que ce sera présenté au Palais Brognard, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Parce que c'est absolument parce que là, ils sont, je pense c'est que de radiographie des bâtiments. Justement, et savoir quel type de travaux il va falloir qu'ils fassent pour améliorer leur... Exactement. Il va y avoir des règles pour... Avec une caméra, on a filmé les bâtiments pour voir comment ça se passait. Parce que pour louer un logement ou pour le vendre, il faudra avoir un certain nombre de travaux faits. Absolument. Ça va rentrer en ligne de compte et donc ça va être très important aussi. Voilà. Julien Rousseau, vous avez regardé les projets des autres architectes, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces propositions? Qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de personnel et de différent dans chaque projet? J'ai le sentiment qu'il y a un vrai travail sur la peau des bâtiments aujourd'hui, sur des résilles, et il y a aussi un vrai travail sur les ouvertures, les mécanismes d'ouverture, les grandes baies vitrées, la manière dont on va les fermer. Il y a une concentration d'énergie, je trouve, de la part de mes confrères et de moi-même, sur comment ouvrir la fenêtre, comment occulter de la lumière, tous ces paramètres qui se retrouvent dans l'architecture qu'on voit donc dans cette exposition. Et il y a une certaine générosité à la fois dans les double-auteurs, etc. Donc ça, c'est à mon sens positif. C'est ce qu'on retrouve, oui, c'est une réflexion. Un travail sur la peau, je trouve, qui est très intense. Alors c'est vrai qu'il y a la culture de l'image qui est très forte aujourd'hui. L'image est très importante, donc c'est la première perspective qui compte. Et là-dessus, il faut tout de suite voir l'apparence, plus que le programme derrière. Mais quand on pioche un petit peu derrière, il y a de la réflexion. Donc mais les jurys regardent ce qu'il y a derrière. Les associations d'habitants sont dans les jurys, les maîtres d'ouvrage aussi. Je suis tout à fait. Mais c'est vrai que les profanes l'apparence ne suffit pas. Les profanes regardent peut-être d'abord quelle est la première idée, quelle est la première vision qu'ils ont des choses. Mais dans l'exposition, c'est pas toujours le projet le plus expressif en matière d'image qui a gagné. Hein. Ah oui, d'accord. Non, les jurys ne sont pas dupes quand même. Il ne faut pas croire. Les jurys, c'est des professionnels, c'est normal qu'ils regardent derrière les apparences. Une chose aussi qui apparaît beaucoup, c'est le traitement de l'espace extérieur. Donc les gens qui ont cette envie d'avoir un balcon, une loggia, parce que la maison c'est une chose, mais la ville durable elle est dense, donc la maison ça ne va pas avec la ville durable. Donc c'est comment dans un habitat collectif on arrive à répondre aux besoins de chaque famille qui est d'avoir en fait un espace extérieur. C'est ça. Et là il y a pas mal avec de bâtiments. Une densité forte, il y a beaucoup de projets qui offrent ça, même des résidences étudiantes, on arrive à offrir des balcons aux étudiants. Donc ça, c'est quand même un truc aussi assez intéressant parce que ça va permettre d'être bien dans la ville. Donc du coup, peut-être que la ville, elle sera plus durable aussi parce qu'on sera bien dedans, tout simplement. Enfin, c'est une équation assez basique. Ça aussi le fait de faire des projets qui soient à la fois des logements familiaux, mais aussi des logements EHPAD, étudiants. C'est fondamental. Voilà, et on fabrique la ville avec tout. Oui. Et je trouve que ça, c'est quand même assez fondamental et intéressant. Tout ensemble. Eh bien, merci infiniment. Bravo d'ailleurs. Merci. Ça doit te faire plaisir quand même quand on a 3 ans là, quand on est lauréat. Ah oui, tout à fait. Je savoure depuis 6 mois. Avec mon équipe, on est très, très heureux. Non, c'est vrai. Et puis maintenant, il faut le faire. Donc, maintenant, faut le faire. C'est pour quand, en gros, les bâtiments qu'on a vus? Je pense que les chantiers vont démarrer d'ici 1 an. Certains sont pas loin. Et donc... Voilà, 2012. De toute façon, il y a ceux qu'on n'attendait pas, qu'on a déjà montré ici, qui là arrivent. Hein, donc les chantiers à Paris, je ne dis pas qu'on aura des énormes grues partout, mais beaucoup de petits chantiers. Mais il va y avoir des chantiers quand même. Beaucoup de petits chantiers. Tant pis pour les gens qui sont en voiture. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dominique Alba. Donc je rappelle l'exposition Habiter 09 08 09 09. C'est donc au pavillon de l'Arsenal. Et voilà, c'est une exposition. Enfin, dépêchez-vous, c'est à peu près jusqu'au 15 novembre. Hein, voilà. Il y a des expositions qui sont un peu plus longues. Celle-là, voilà, faut y aller. La prochaine sera plus longue, on en reparlera. Mais c'est gratuit. Julien Rousseau, merci infiniment. Et Christine Corbillier, merci beaucoup. Donc le rapport, on peut y accéder. Hein. Oui, on peut y accéder sur le site de l'IAU, c'est www.iau-idf.fr. Merci à tous les trois. L'émission est terminée. Salut.